Cette délibération propose une convention cadre de mise à disposition pour résidence du Grand Théâtre. Pourquoi pas des compagnies en résidence au Grand Théâtre? Je pense que cela ne réglera pas son problème. J'en avais déjà parlé donc lors du conseil municipal du 25 juillet, ce qui m'a valu d'être invité à un groupe de travail sur le sujet, qui était fort intéressant. J'y ai bien compris que c'était la directrice qui s'occupait de la programmation, mais il est bien évident que son cahier des charges et la ligne idéologique à laquelle elle doit se soumettre semblent très fermés. D'ailleurs, dans le Dauphiné libéré du 20 octobre, Madame Lheureux le dit, je cite, le politique n'est pas là pour remplacer un métier, celui de programmateur. Ce n'est pas à moi de dire ce que toutes ces salles doivent proposer. En revanche, le rôle du politique, c'est de vérifier que la structure joue le jeu. Je pense que cela veut tout dire. Dans le même article sur le sujet spécifique du théâtre, Madame Lheureux dit aussi, si le projet change, le public qui avait l'habitude d'y aller n'y va plus. On l'a constaté dans les fréquentations. C'est normal et ce n'est pas effrayant. Il faut du temps pour que le public identifie le lieu. Rassurez-vous, la baisse de fréquentation du théâtre n'a pas commencé en 2014. Je vais citer ici Guy Sisti, ancien directeur du dit théâtre, qui avait créé l'association pour la promotion du théâtre de Grenoble et qui en a fait ses beaux jours de 1990 à 2004. Il dit « La culture était le fleuron de la ville. Le maire précédent, Michel Destot, avait commencé son déclin. Éric Piolle, en un seul mandat, lui porte l'estocade. De nombreux artistes se sont élevés contre la démagogie du maire qui prétend rendre la culture au peuple pour justifier sa politique de casse. C'est toute l'attractivité de la ville qui souffre. Le public est privé de toute la diversité artistique qui existait, compagnies locales ou grands acteurs, grands auteurs. Lors de la réunion dont je parlais plus haut, il m'a été dit qu'avant 2014, le public était majoritairement extérieur à Grenoble et que le théâtre, perdant de l'argent, il était anormal de continuer à faire payer le contribuable grenoblois pour quelque chose qu'il utilisait si peu. C'est un argument qu'on peut entendre, mais du temps de Guy Sisti, le théâtre faisait des bénéfices. Le problème de la baisse de fréquentation vient bel et bien de la programmation encadrée qui ne satisfait plus le public grenoblois ou non. Je vous rappelle les chiffres. Au cours de la saison 2000-2001, le Grand Théâtre comptabilisait 61 350 entrées. En 2001, 189 places ont été supprimées avec la fermeture du deuxième balcon pour des raisons de sécurité. Vous savez, le deuxième balcon, celui où les places étaient les moins chères, là où on pouvait voir des spectacles de qualité sans se ruiner. Il valait mieux fermer que de faire les travaux qui auraient permis de conserver le même nombre de places au théâtre. Je ne comparerai pas les chiffres d'avant 2001, mais la moyenne des 3 dernières saisons de Guy Sisti au théâtre. 53 133 spectateurs en moyenne par an, pour 16 062 au cours de la saison 2018-2019. 3 fois moins de spectateurs. Oui, aujourd'hui le théâtre municipal est plus déficitaire que jamais. Et c'est le contribuable grenoblois qui paye. Dans l'article du DL, Madame Lheureux dit aussi « Il n'y a plus de théâtre parisien privé », ce qui signifie plus de tête d'affiche nationale. Ce n'est pas la vocation du théâtre municipal, subventionné par de l'argent public, de financer le privé. J'ai fait lire cet article à un metteur en scène parisien que je connais. Voilà sa réaction. C'est complètement stupide de dire que le théâtre municipal, à fonds public, n'a pas vocation à recevoir les spectacles du théâtre privé parisien. Premièrement, le théâtre privé parisien n'est pas basé uniquement sur des têtes d'affiche. Les 6 plus grands succès parisiens sont sans tête d'affiche. Deuxièmement, sans théâtre privé, il y aurait pauvreté des projets. Les maisons de la culture sont là justement pour promouvoir les troupes subventionnées ou leurs propres créations financées par le public, ministère de la Culture, collectivités locales, etc. En outre, il existe des spectacles de théâtre privé qui sont programmés dans des lieux subventionnés, scènes nationales, centres culturels. Et il conclut, ce clivage est ridicule, un anti-parisianisme primaire. Mais il n'y a pas que le théâtre qui souffre, toute la culture grenobloise est en péril. En septembre dernier, le Journal des Arts titrait « Comment une grande ville à la municipalité écologiste gère-t-elle sa politique culturelle ? Le moins que l'on puisse dire est que le bilan est plutôt maussade. » Jean-Pierre Saez, directeur de l'Observatoire des politiques culturelles, y disait «
L'équipe municipale a abordé la politique culturelle dans la confusion et certaines décisions furent prises sur la base de préjugés sur le rôle des artistes et des associations. Dans l'article du Dauphiné du 20 octobre, le même Jean-Pierre Saez déclare: Depuis plus d'un mandat, Grenoble n'est plus dans le peloton de tête des villes en matière culturelle, alors qu'elle fut la référence nationale pendant de longues années d'une décentralisation culturelle réussie. Et également, il faut restaurer un climat d'écoute et de responsabilisation avec les acteurs culturels. Et je vais citer même un article de Libération de 2016 qui est pourtant très proche de vous. Joël Pomera, dramaturge et metteur en scène, exprime sa stupeur. À Grenoble, le milieu culturel local, comme on dit, est très remonté contre le maire et son adjointe aux cultures. Autant que leur politique concrète, c'est leur conception et leur vision floue, voire tendancieuse du sujet, qui sont remises en question. Et il termine: un tout finalement compliqué, contradictoire et paradoxal, maquiné de suffisance et d'arrogance, de naïveté à la Bouvard et Pécuchet, qui fait honte à ce parti dont je me sentais un proche et un sympathisant. Bien sûr, l'adjointe a changé depuis 2016, et c'est quand même une bonne chose, car Madame Lheureux semble avoir une meilleure connaissance du domaine culturel. Mais j'ai bien peur que, sur le fond, le problème reste le même. Pour que le public qui n'y est pas habitué se familiarise avec la culture, il ne faut pas l'abaisser pour soi-disant la faire descendre dans la rue. Il faut permettre à ces nouveaux publics potentiels d'y avoir accès, en commençant par apprendre aux enfants de nos écoles que la culture est accessible à tous, non seulement pour qu'ils deviennent de futurs utilisateurs de cette culture, mais pour qu'ils y emmènent leurs parents. Plutôt que de vouloir imposer des cultures qui n'intéressent personne, contentez-vous de promouvoir la culture qui est la seule qui peut permettre l'émancipation des peuples. Merci.